Bonsoir et bienvenue dans le Kick Parade 156. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Alors une foule de nouveautés cette semaine. Je pense que c'est la dernière ligne droite avant le calme de l'été. Donc on va essayer de faire une émission pas trop longue, mais elle va être quand même assez longue je pense parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas, parce qu'on va sacrifier pas mal de nouveautés, parce que sinon c'est impossible, à mettre dans les commentaires si il y a des nouveautés qu'on n'évoque pas et qui vous tiennent à cœur. Dites-le en commentaire, voilà, comme ça ça rattrapera, ça fera un complément à l'émission. Pour l'instant, nous, on va s'occuper du top 7, des nouveautés et du top 3 en fin d'émission. N'hésitez pas à mettre des pouces si ça vous plaît, à vous abonner à la chaîne. Et puis voilà, hein. On va commencer par la 10e place avec une entrée nouveauté qui est Hagemonia Reprint plus New Heroes. 136 000 €, 1664 contributeurs. Il est là pour une petite quinzaine de jours. Donc, c'est la réédition de Hagemonia. Hagemonia c'était livré en avril 2024, donc c'est tout récent hein, la livraison. La première campagne avait fait 2200 contributeurs à peu près. Et donc là on est dans du jeu d'aventure, dans un monde qui n'est pas sans rappeler, je trouve, au niveau des designs Gloomhaven, moi je trouve. Je Mais serais en peut-être pas plus d'accord. pop, enfin plus coloré, Oui, plus pop. tu vois, ouais, je trouve que effectivement on peut faire le lien avec Gloomhaven dans le sens où c'est des nouvelles races, avec un design qui peut être un peu associé, mais j'aime beaucoup par contre cette patte artistique qu'ils apportent, qui est moins sombre, moins dark fantasy. Voilà, ça fait plus la fantasy des années 50 qu'on trouvait dans les vieux pulp, tu vois. Je trouve Ouais. ça assez chouette comme code couleur. Bon, alors, jeu d'aventure, personnage évolutif, cahier à spirale pour les cartes, tout cela on commence à connaître, hein. Moi c'est le genre de truc que j'aime. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors je crois qu'il y a des nouveaux héros, hein, comme son titre l'indique, donc ça c'est pas mal pour la rejouabilité, tout simplement. Ouais, des nouvelles cartes. Et surtout, aussi, il y a un mode difficile. Hmm. Ils ont repensé tous les boss pour qu'ils soient un peu plus compliqués. Et donc, du coup, voilà, si vous voulez vous lancer sur une campagne, maintenant que vous maîtrisez tous les tenants et les aboutissants du gameplay, et bah, vous avez la possibilité de passer un peu en mode hardcore. Sachant que tout ça, ça peut être acheté séparément, hein. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de reprendre la grosse boîte. Ouais, Just Juste, the New Stuff, c'est 35 € pour ouais. mettre votre jeu à jour. Ce qui est peut-être un peu cher quand même. 35 Ça €. dépend ce Alors qu'il y a après, il dedans, faut hein. voir en termes de quantité, voilà. Ouais. Mais bon, c'est vrai que là, comme ça, quand tu lis juste la description, c'est pas non plus. Oui, il a l'air qu'à Enfin, d'avoir que des cartes 35 plus de €, nouveau, hein. il y a des jeux. Et voilà, Oui, il y a il y a, des il y jeux a qui des, il y a coûtent des moins jeux cher. qui valent 35 €. Voilà. Non, ce que j'aime bien, par contre, dans la proposition, bon, comme vous le savez, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse proposer une version avec les figurines, une version sans. Ça, moi, je trouve ça toujours très chouette. Mais j'aime bien dans le terme de. Vous suivez une campagne, vous avez une aventure à faire, mais en plus, chacun de vos personnages a son propre livret personnel. Hmm. Et donc, du coup, vous menez un petit peu une double campagne. Vous développez à la fois votre personnage, mais aussi celle du groupe. Et ce qui est assez chouette, c'est qu'en fonction des choix que vous allez faire de manière personnelle, c'est comme ça que vous allez développer des nouveaux pouvoirs auprès du personnage que vous incarnez. Comme façon de se lancer, de s'investir dans l'histoire et dans le personnage qu'on incarne, je trouve que c'est une excellente idée. Puis évidemment, il y a du nouveau matos à prendre, du nouveau loot. Il y a une application mobile aussi pour gérer les aventures, les persos. Vous n'êtes pas obligé hein, d'ailleurs, hein. Il y a les deux manières. Et ça, c'est plutôt cool pour ce genre de jeu, pour éviter d'en mettre plein la table. Donc voilà, Hagemonia Reprint, ça vient d'arriver. 9e place, alors là, 2 salles, 2 ambiances, hein. C'est Mind Turtle, It's a Blast. 106 000 €, 2452 contributeurs, et il est là pendant 25 jours, putain on va pleurer. Alors c'est un party game, donc un jeu d'ambiance avec une tortue en plastique. Voilà, en fait, c'est lancé par un vidéaste sur YouTube qui est là depuis plusieurs années, qui s'appelle Tomska, et qui avait créé toute une série de petits courts-métrages d'animation qui s'appelait le ASDF Movie, et dans lequel, effectivement, il y avait un personnage récurrent qui était juste une tortue qui était fusionnée avec une mine et qui explosait. Enfin voilà, c'était un peu le running gag, elle apparaissait de manière un peu impromptue. Voilà. Et donc là, ils ont lancé une espèce de jeu qui est un mélange entre, genre, je sais pas, pic pirate et l'action ou vérité. Donc piocher des cartes avec des défis, des machins, etc. Vous allez choisir une cible, et si la cible ne peut pas effectuer ce que vous lui avez demandé, elle doit appuyer un nombre de fois sur le bouton de la tortue, et il y a peut-être une fois où la tortue va exploser, dans ce cas la personne est éliminée. Mais si par exemple elle remporte ce défi, eh bien c'est la personne qui l'a défié qui doit appuyer à sa place. Donc voilà, c'est le petit twist du party game, voilà, ça se base un peu là-dessus. Ok. Et c'est surtout pour les fans du youtubeur. Voilà. Bon, effectivement, ça révolutionne pas le monde du jeu de plateau.
Ouais, alors moi, c'est vraiment le truc, je n'ai rien à secouer, hein, mais bon. C'est- Clairement, c'est vraiment le truc, genre de jeu qui m'ennuie. Huitième place, eh bien c'est Fiodum qui est encore là pendant une petite semaine, donc bah forcément il est un peu baissé dans le classement. J'ai pas regardé ce qu'il y avait de nouveau exactement dans Fiodum. Je sais pas si on l'a dit la semaine dernière qu'ils avaient débloqué un partenariat avec GameTrace vers tout l'intérieur de la boîte pour les rangements évidemment. Mhm. Donc je crois que pour ce genre de gros jeu, c'est quand même, c'est pas déconnant. Bah, en fait, et puis j'ai un peu l'impression que maintenant ça devient un peu le passage obligé, quoi. Quand tu sors un gros jeu avec beaucoup de composants, on verra enfin, si vous regardez sur les différentes campagnes qu'on va évoquer cette semaine, vous verrez assez régulièrement qu'il y a un partenariat avec GameTrace. J'ai vu que dans les upgrades, là, il y avait une peluche du fameux golem, là. Voilà. J'imagine qu'ils le vendent en add-on. Oui, voilà. Ça, c'est la Oui. nouveauté. Ils ont une peluche Behemoth. Non, mais c'est vrai que là, la campagne, on sent que ça a été un énorme carton. Et encore une fois, il s'agit juste on va dire, d'une version mise à jour du jeu. C'est pas non plus une énorme extension qui est là pour. Voilà, c'était Mais le juste jeu a la l'air dingue, hein. possibilité pour celles et ceux qui avaient manqué le jeu de le refaire, enfin de se le procurer sans tomber sur des scalpers qui le vendent à prix d'or. Bon, après, c'est normal qu'au bout d'un moment, on commence un petit peu à tourner en rond Bah oui. sur les actus. 317 000 euros, 2613 contributeurs. Donc c'est vrai que c'est un beau succès pour un jeu quand même expert, hein. On l'avait dit, on l'avait évoqué plusieurs fois que c'est Hmm. un jeu avec beaucoup de règles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une nouveauté et une entrée qui s'appelle Apothé Bakery. Je sais pas comment on dit, Apothé Bakery. Donc, c'est un jeu quelque part de pick-up and delivery dans lequel vous allez incarner des apothicaires qui auront pour Des mission... apothicaires pâtissiers. Des Pâtissiers, apothicaires c'est vrai. pâtissiers. Ouais. Qui auront pour mission de soigner les aventuriers après leur déconvenue dans les donjons. Donc voilà, donc on inverse le truc, ça c'est déjà fait, il me semble, il y avait un jeu qui était sorti en boutique où tu incarnais les vendeurs, ceux qui vendaient du matos aux aventuriers qui partaient en donjon. Mhm. Donc là, jeu très coloré, très pop, très joli, hein, je trouve. Je pense que sur la table, ça doit être sympa. Très beaux composants. Il y a 3 phases, il me semble. Vous allez dans la nature, il y a plusieurs biomes qui changent, prendre des ingrédients. Selon le biome, il y a des ingrédients différents. Vous faites vos mixtures en revenant. Et la 3e phase, c'est soigner les aventuriers parce que vous avez tout un tas d'aventuriers à soigner. Et à chaque tour, leurs blessures s'aggravent. Donc il y a aussi une course contre la montre pour soigner le plus d'aventuriers possible. Et puis évidemment, ils sont éclatés sur tous les ingrédients, que ce soit végétal ou animal, même minéral. Les dessins sont plutôt rigolos, attrayants. Voilà, quoi. Ça a l'air d'être un bon petit jeu familial, on va dire. Initié, c'est-à-dire entre familial et expert peut-être. Oui, oui, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a quand même toute cette gestion Oui, quand même, il y a un de peu de gestion. craft, voilà, qui demande quand même un petit peu un peu d'exigence. Ça a l'air d'être quand même un jeu qui est assez lourd avec beaucoup de matériel. Ouais. Moi, au niveau des illustrations, je trouve qu'il y a vraiment à boire et à manger. Il y a des choses que j'aime beaucoup. Tout ce que tu disais, effectivement, des collectibles, les petites cartes de décor sont sympas, le côté un peu, enfin votre plateau de joueurs sur lequel vous allez avoir votre espèce d'énorme fourneau, ça marche plutôt bien. Par contre, tout ce qui est personnages et gâteaux, ça fait un peu jeu mobile coréen, quoi. Enfin, Oui. c'est pas. Oui, il y a un petit côté comme ça, c'est vrai. C'est vrai, je trouve que ça manque un petit peu de ce petit truc en plus. Alors le jeu il coûte 58 €, le plateau de base. De ce que j'ai vu, c'est un premier projet, enfin c'est un premier jeu à la fois pour les auteurs, à la fois pour l'éditeur. En tout cas, l'éditeur n'a pas fait d'autres projets sur Kickstarter. Ils ont choisi de pas faire de stretch goal parce que ils sont partis du principe que le jeu il était complet, qu'il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Il y a juste des composants de luxe, si vous prenez le pledge supérieur qui vaut 99 balles quand même. Vraiment, c'est quand même assez cher pour un jeu qui n'est pas un énorme jeu. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt agréable. Je suis sûr que c'est un truc agréable sur la table. Il y en a 253 000 €, 2897 contributeurs. Il a 20 jours, donc je pense qu'on va en reparler. Allez, encore grosse entrée, grosse nouveauté. En 6e place, c'est le nouveau monolithe, à savoir Mythic Battle, enfin Battles, là ils disent, qui s'appelle Ysfest. Donc c'est la transposition de Mythic Battles dans le monde égyptien. Donc il y a eu la Grèce, il y a eu les Vikings avec Ragnarok, et là donc il y a l'Égypte. Donc c'est le même principe, c'est vous composez votre armée, vous avez un deck de cartes, vous avez des figurines absolument magnifiques sur le plateau, il faut récupérer des gemmes, et puis bon voilà, c'est de l'escarmouche, clairement, ou de la stratégie. Je sais
que tout est mélangeable. C'est-à-dire que tu peux faire batailler les Égyptiens contre les dieux grecs et contre les Hmm. Vikings. Donc ça, c'est cool. Mais ça, c'est un petit peu leur obsession, hein. J'ai l'impression chez Monolith Ouais. de faire des trucs De- transversaux Bah, ils comme avaient ça. même eu, enfin on en parle souvent de cette campagne qui avait vraiment cet objectif de dire, en fait on vous donne, on va dire une espèce de gameplay de base qui Mm. sera, sur lequel en fait vous pourrez transposer toutes les figurines et tout le matériel de tous nos jeux. Enfin ça avait été assez ambitieux. Bon, et finalement ils ont revu, leurs ambitions à la baisse, mais effectivement sur le côté, Mythic Battle c'est vraiment, Oui, il y a toujours cette c'est volonté, hein. vraiment Mm. l'objectif quoi. Ouais. Alors, évidemment, là, vous avez toute la panoplie des dieux égyptiens. Alors, évidemment, il y a de quoi faire, hein. Et, en termes de design et de figurines, c'est top. Vous avez, comme dans les autres, des extensions avec des titans. Alors là, vous avez un crocodile géant là, sur deux pattes qui est mortel. Et ils en profitent aussi, hein, pour mettre un peu de nouveauté pour Ragnarok, hein, avec cette campagne. Je sais Ouais. qu'ils ont fait un kraken. Je sais pas trop comment ça va se... Parce qu'il faut de l'eau pour un kraken, il me semble, hein. Il y a peut-être des tuiles avec de l'eau à moitié. Tu cherches quand même une logique à un jeu de combat entre les dieux, tu sais. Ouais, oui, je sais bien, Mais quand même, Kraken, le merde, c'est dans Kraken. la faute. Bon, bref. Surtout que bon, il y a quand même tout un côté, voilà, vous allez pouvoir gérer enfin légèrement modifier aussi les terrains. L'idée aussi du C'est ça. truc, c'est que vous choisissez votre dieu et ensuite vous composez votre équipe. Vous avez un certain nombre de, on va dire, de points pour faire simplifier le truc. Chaque unité vaut un certain nombre de points et puis voilà, vous devez composer votre armée avec ça et puis C'est du jeu de figurines, mais en version jeu de plateau, hein. Voilà, voilà. c'est exactement le Ah, même alors, principe, hein. il y a aussi un côté un peu campagne Oui, dans le jeu où en fait vous allez pouvoir faire des escarmouches un peu scriptées en quelque sorte. ouais, vous avez Et vous plusieurs allez devoir modes, les hein. accomplir. Et alors, autant, enfin, les figurines sont magnifiques, hein. Mais alors, Mm. c'est plus discret, mais je trouve ça superbe aussi, ce sont les tuiles, hein. Ouais. Les tuiles de terrain, elles claquent, hein. Waouh, Mm. c'est magnifique, magnifique. Donc bon, voilà, c'est Mais bon, de Monolith, toute façon, ouais, c'est des gens toujours sérieux. de qualité. Ouais. Mais Mythic Battle, ça a déjà fait ses preuves. Le seul truc maintenant, c'est que je me dis, voilà, on a eu les Grecs, les dieux nordiques et les Égyptiens, qui sont un peu, on va dire, la trinité des clichés, Des des mythologies, divinités, voilà, des mythologies antiques. Maintenant, j'ai vraiment hâte de voir l'après, en fait. Est-ce que on va Ah. aller commencer à étaper sur des mythologies peut-être un peu moins connues? Ah, quoi que non, ils vont peut-être nous faire la mythologie japonaise avant. Il y a la Comme ça, on japonaise, aura chinoise, le enfin tout ce qui est truc. asiatique, hein. Mais, Mais mais moi, j'aimerais, ouais, ouais. Aztèque, Aztèque, tu vois, oui. genre tout ce qui est Aztèque, il y a des Amérique trucs à faire centrale, aussi. ça serait trop chouette. Ouais. Non, je sais qu'ils ont demandé, hein, Ou aux... Celtes. Celte, Ouais. oui, il y a des trucs aussi. Non, ils ont demandé, hein, à leurs joueurs, hein, quelle était la Mm. faction qu'ils souhaitaient voir, et donc ce sont les joueurs eux-mêmes de Mythic Battle qui ont choisi l'Égypte, hein. Donc voilà, il y a eu, comment dire, un vote. Donc voilà, les gens voulaient l'Égypte, ce que je comprends, hein, évidemment. Oui, c'est démocratique. Non, et puis moi aussi, hein, évidemment, je trouve ça très chouette. Bah oui, Surtout que bon, si vous êtes pas, si vous êtes plus sur cet univers-là plutôt que sur les deux autres, enfin voilà, je trouve que on va dire, c'est un choix qui est cohérent Mm. et c'est tout à fait légitime. Maintenant, bah, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer ensuite. Et j'espère que là, on va aller partir peut-être sur des mythologies qu'on a un peu moins l'habitude de voir. Il en est à 559 000 euros. Il vient d'arriver, hein. 2924 contributeurs. Il est là pendant presque 15 jours. On note, hein, comme d'habitude, l'honnêteté de Monolith qui met toujours le vrai objectif d'argent pour leur campagne. Là, il faut 200 000 euros pour que le jeu soit financé. Voilà, ça c'est le vrai chiffre. Un jeu comme ça, c'est 200 000 euros à produire. Et encore, je pense qu'ils doivent pas compter dedans le développement à long terme. Parce que je pense que c'est fait aussi... c'est une boîte où il y a des salariés, j'imagine. Donc je pense pas qu'ils incluent ça dedans. Mais donc voilà. Donc ça donne une idée de combien coûte à peu près un jeu de ce gabarit. Donc quand vous voyez des jeux comme ça et puis qui vous mettent un goal à 50 000 euros ou 40 000 euros, vous savez que c'est du pipeau. Voilà, donc c'est bien. Merci Monolith pour cette honnêteté, ça fait toujours plaisir. Alors ensuite, 5e place. Ah, oh là là, on enchaîne les gros trucs, hein, mec. Hein. C'est clair. Alors, c'est sur GameFound cette fois. C'est le nouveau Awaken Realms, tout simplement. C'est Grim Coven, qui en est déjà à 860 000 euros, 4754 contributeurs, 55, ça vient de passer. 4755. Il est là pour 20 jours, donc c'est pareil, on en reparlera. Donc, le nouveau Awaken Realms. Alors, c'est marrant parce que la campagne démarre juste après celle de Cool Mini or Not. Donc, je pense qu'ils se sont entendus pour pas lancer leur campagne en même temps. C'est sûr.
c'est sûr. Sauf que le Call Me Not, il a pas vraiment brillé, malheureusement, parce que je trouvais que le jeu avait l'air intéressant, mais il était très niche aussi, hein. Ouais, clairement. Peut-être aussi pour ça qu'il a moins marché. C'était quoi déjà? Dead Genesis, je crois. Voilà, là, on est plus dans du, on va dire, classique, entre guillemets, c'est du boss battle, dans un univers gothico-victorien. Alors moi, ça me rappelle un peu Solomon Kane. Toi, ça te rappelle autre chose? Ouais, moi c'est enfin pour tous celles et ceux qui sont fans de From Software, c'est impossible de pas faire le lien avec Bloodborne, même l'affiche du jeu, à se demander même si à la base ils avaient pas pensé à un jeu Bloodborne et ils ont peut-être pas eu les droits ou voilà, mais là l'inspiration elle est plus qu'assumée. C'est juste qu'au lieu du ton bleuté, ils ont choisi des couleurs un peu rouges, mais en soi c'est un peu le même truc, sauf que au niveau du gameplay, on est plus sur du Monster Hunter, Ouais. à savoir que vous allez prendre un contrat de chasse et aller affronter des monstres avec donc le chasseur que vous allez incarner. Chaque monstre a son propre gameplay, sa propre manière d'être vaincu. Chaque personnage que vous allez incarner aussi a ses propres... Enfin, c'est très asymétrique hein, sur la manière de Ouais. jouer, avec chacun son propre gameplay. Et avec un petit twist que je trouve extrêmement intéressant, c'est que plus vous allez gagner en puissance dans la partie, plus vous allez pouvoir en fait débloquer une espèce de version plus puissante de votre personnage. Sauf que si vous allez trop loin, et ben en fait votre personnage va devenir lui-même l'une des créatures que vous pourchassez. Je sais plus comment ils les ont les entravés. Voilà, il va lui-même devenir un entravé. Et dans ce cas-là, les objectifs de joueur là vont changer. Lui va avoir un objectif lié à sa transformation. Et pour les autres chasseurs, et ben en fait ça devient un ennemi à abattre aussi pour accomplir la mission. Et je trouve que ce petit plot twist est assez chouette. C'est cool, ouais. Sur la table, concrètement, vous retournez aussi la feuille, enfin le plateau de personnage hein, qui devient sur fond rouge. La figurine change aussi. Donc, vous avez été corrompu. Hein. Je crois que c'est la corruption qui monte et qui vous fait transformer à un moment donné. Donc ouais, c'est une bonne idée. Non mais le jeu, enfin, c'est pas d'une originalité folle dans le concept. Hein. On a déjà vu ça. Mais bordel, qu'est-ce qu'il est beau. Hein. Les figurines, elles sont tombées par terre. J'adore les plateaux joueurs. Enfin, ils ont vraiment joué le côté gothique jusqu'au bout. Donc évidemment, il y a de la carte. Vous avez du terrain qui va changer selon les scénars. Vous savez que vous pouvez récupérer. Vous avez des actions à faire sur le terrain où vous pouvez mettre des cartes. Vous avez aussi une tornade. Il y a l'air d'avoir aussi des éléments naturels. Donc si vous aimez les jeux tactiques coopératifs de Monster Hunter ou de Boss Battle, ça va être difficile de pas craquer hein. Surtout que la boîte, sachant que encore une fois, 55 €. Hein. C'est ça. Et en plus, on retrouve ce qui fait la marque de fabrique de Awakened Realms, c'est-à-dire que en gros, vous avez cette boîte là, mais en fait toutes les extensions viennent rajouter une autre boîte de campagne. Enfin voilà, maintenant c'est vraiment devenu leur marque de fabrique, donc c'est-à-dire que pour 55 €, vous avez un peu plus que juste il y aura deux boîtes. La version de base. Voilà, il y aura forcément deux boîtes. Il y aura forcément deux boîtes, donc la boîte, donc 55 €, vous n'avez pas les figurines. Hein. Alors il y a peut-être les figurines des héros peut-être. Ouais, peut-être comme ce qu'ils avaient fait pour Tainted Grail peut-être. Voilà. Par contre, toutes les figurines de monstres complètement délirants, là il faut débourser plus. Hein. C'est la Special Edition à 100 balles. Voilà, ce qui est pas un prix énorme. Hein. Enfin, je veux dire, ils arrivent à faire des prix, on va dire, normaux, corrects. Hein. Encore une fois. Hein. Mais bon, ils sont forts. Hein. Et VF, bien sûr. Donc, on ne redira pas assez que la VF met du temps à venir. Hein. C'est ça le truc avec Awakened Realms, c'est que les VF traînent un peu pour venir jusqu'aux contributeurs. Mais bon, ça arrive. Hein. C'est une boîte sérieuse. Voilà. Bah, qu'est-ce que vous en pensez du nouveau Awakened Realms? Voilà. Je suis sûr qu'il y a les fans qui vont parler dans les commentaires, parce qu'il y a des fans de Awakened Realms. Moi, j'y jouerais bien. Hein. Très sincèrement, je le mettrais bien dans ma ludothèque, ça me gênerait pas. Moi non plus, mais j'aimerais, pour le coup, j'irais plus y jouer chez quelqu'un d'autre, parce que sinon, je sais que c'est le genre de jeu qui finirait sur la pile de la honte. Ah bon? Mais pas moi. Ouais, je pense que c'est assez rapidement mis en place. Toi, c'est pas du jeu d'aventure hein, non plus. Attention, parce qu'ils ont aussi précisé un truc. Attention. Il y a la possibilité du 100% satisfait ou remboursé. Ah oui. C'est-à-dire que vous recevez le jeu, et si vous l'aimez pas, en gros, vous renvoyez le jeu là-bas, donc il y a juste effectivement les frais d'envoi. Et en fait, vous êtes remboursé sans qu'ils vous demandent les raisons de pourquoi vous n'avez pas aimé le jeu, de machin, etc. Donc vous pledgez le jeu. J'imagine que ça doit être... Vous jouez comme un porc pendant 4 jours. C'est ça. Et vous renvoyez le jeu pour être remboursé. Voilà.
Voilà la Mais bon, enfin, tactique. ça veut quand même dire à quel point les mecs. Alors, Ils sont sur après, d'eux, quoi. on a connu par le passé des gens qui étaient peut-être un peu trop sûrs d'eux et ça finit par leur jouer des tours, hein, on Mm. va pas citer de nom. Mais en tout cas, c'est vrai que quand tu vois ce genre de truc, tu fais ah ouais, ok, donc les mecs, ils se sentent pupilles, c'est les rois du pétrole, hein, Bah, c'est les c'est nouveaux boss, vraiment hein. aujourd'hui, c'est le nouveau boss du C'est les game, nouveaux boss là-dessus, y a du pas. jeu sur les sites de sociofinancement, Awaken Realms. Hmm. Eh oui, eh oui, eh oui. Ok, et ben écoutez, ça c'est arrivé il y a 2 heures, 3 heures, et là il est déjà cinquième, donc certainement Oui, qu'il aura forte peut-être même probabilité monté. que Mm. ça, quand vous verrez l'émission, il doit être beaucoup plus haut dans le Ouais, classement. c'est ça. Quatrième place, eh bien c'est Rebirth. Ah, un jeu qu'on connaît. Ouh. Puisqu'il était déjà là depuis 2 semaines, hein, c'était une campagne assez longue. Rebirth Limited Edition, donc c'est un reprint d'un jeu qui s'appelle Rebirth. Il en est à 245 000 euros, 5 144 contributeurs. Ce sont les derniers jours, il s'arrête en début de semaine prochaine. Voilà, donc mission accomplie pour ce jeu de gestion de territoire, de développement de territoire, on va dire. Ça se passe De loin dans le conquête futur. pacifique. C'est ça, de manière pacifique. Ça se passe loin dans le futur. Vous allez essayer de construire des châteaux, des fermes, voilà. Sur soit une De carte de re- l'Irlande, soit une carte de l'Écosse, hein. C'est un Ouais. plateau double face. Et c'est très beau. Oui, en gros, voilà, vous êtes dans un monde post-apo où ces pays ont été ravagés, vous allez jouer différents clans et vous allez devoir récupérer les ressources sur le terrain, optimiser le placement de ce que vous allez construire sur place pour, on va dire, récupérer la gestion de petites parcelles de territoire. Et Et ainsi de suite, vous allez scorer. c'est de la pose de tuiles, hein. Vous mettez des tuiles à vous sur les cartes, selon l'endroit où ça se place, etc. Vous avez des objectifs, évidemment. Avant de passer aux 3 premiers, quelques nouveautés, hein. Comme je l'ai dit en introduction, on a sabré pas mal de choses parce qu'il y a tellement de nouveautés dans le top 10 que on peut pas tout faire. Je peux commencer avec un petit jeu qui s'appelle X Seekers of Fortune. Il en est à 184 contributeurs, il reste 24 jours avant la fin. C'est un petit jeu de cartes dans lequel vous allez jouer des aventuriers à la recherche de trésors perdus. Donc du coup, vous allez piocher des cartes dans 3 decks. Un qui va vous permettre de vous fixer des objectifs, l'autre de récupérer les éléments qui vous permettent de jouer les cartes que vous avez en main. Et puis effectivement, ensuite, les cartes que vous allez jouer pour tenter de remplir les objectifs et essayer d'aller récupérer ces trésors, avec comme petite particularité qu'en fait il y a plusieurs moyens d'accéder à certains trésors. Et vous pouvez y aller de manière, comme ils disent, noble, ou alors vous pouvez y aller vraiment comme un gros bourrin et puis mettre l'éthique de côté, mais voilà. C'est peut-être plus facile de le faire de cette manière-là, mais le score va être moins intéressant, mais ça va aussi vous permettre d'aller piquer le truc de votre voisin à la dernière seconde. Enfin voilà, il y a une manière de gérer l'approche que je trouve plutôt originale et assez sympathique. Bon après voilà, on est vraiment sur du jeu plutôt modeste, des petites parties, voilà, on est sur du jeu intermédiaire. Ok, en parlant de jeux de cartes, j'en ai un aussi sur Kickstarter. Il y a plus de succès, 1287 contributeurs, il est au pied du classement même, hein, qui s'appelle Hex Effects. Donc dans Hex Effects, vous allez incarner des alchimistes pendant l'ère féodale, avec un look pas mal, tu sais, de ces médecins là qui... avec le grand bec là pendant la peste, votre but c'est de les désinfecter parce qu'ils ont été infectés par des espèces de créatures. Donc voilà, donc il va falloir jouer des cartes pour enlever les infections, mais en même temps vous pouvez faire des sales tours à vos voisins. C'est surtout les cartes que je trouve très très belles, en plus elles sont en format tarot, donc je trouve que c'est... Voilà, on apprécie à sa juste valeur toutes les illustrations de ce petit jeu de cartes qui coûte pas très cher, hein. Je crois que ça coûte 19 €. Voilà, donc c'est vraiment... pas un jeu cher et c'est plutôt joli. Jeu de cartes sur Kickstarter Hex Effect, mais ça se trouve, ça sera dans le top 10 la semaine prochaine. Je me suis dit, bon, il reste un peu moins d'une semaine, je sais pas si on pourra l'évoquer. Toujours sur Kickstarter, un autre jeu qui n'a rien à voir, qui s'appelle How to Save a World. Et j'ai bien dit a world, pas the world, parce que le monde qu'il faut sauver dans ce jeu n'est pas la Terre, mais une lune. Une lune qui se trouve être la seule planète qu'on a découvert avec de la faune et de la flore. Donc c'est un trésor. C'est un trésor qu'il faut protéger. Malheureusement, il y a une météorite qui arrive à grands pas sur cette petite lune et qui va tout dévaster. Solution, soit on désintègre l'astéroïde avec un gros laser, soit on fait une espèce d'arche de Noé où on va essayer d'évacuer le maximum d'espèces de la petite lune pour les protéger. Et le troisième, je crois, c'est de créer un bouclier qui va dévier l'astéroïde. Donc je trouve que le plateau est très cool. Tu as cette lune
sur lequel tu vas mettre tes fusées, tu vas naviguer tes fusées. Et puis tu as l'astéroïde qui va s'approcher tour à tour vers la Lune. Donc les cercles vont être de plus en plus gros, avec une espèce de token de météorite très pop. Et donc le but évidemment c'est de construire l'un des 3 projets, être le premier pour sauver cette petite lune, ce petit trésor de faune et de flore extraterrestre. Donc voilà, je trouvais le concept est cool. Moi j'aime bien la science-fiction évidemment. Et je trouvais l'idée rigolote. Pour l'instant il en est à quoi? Il en est à 1110 contributeurs, hein, donc c'est pas mal. Il reste une petite semaine avant la fin. Voilà, How to Save a World. Dernière nouveauté qu'on évoque cette semaine, c'est sur GameFound. C'est un jeu qui s'appelle Warline X Dragon's War. Il en est à 80 contributeurs, donc ça marche moyen. Il n'est pas encore financé, il est là encore pour une petite dizaine de jours. Je trouvais ça intéressant, c'est du jeu d'escarmouche avec des armées, donc vous avez différentes factions, bien sûr, fantastiques, plutôt Heroic Fantasy ou Dark Fantasy, comme vous voudrez, il y a les deux, je crois. Le truc, c'est que déjà, c'est un petit plateau, hein. Il n'y a pas besoin d'un grand tapis de jeu, c'est un petit plateau, c'est vraiment de l'escarmouche, mais il n'y a pas de figurines. Tout est symbolisé par des dés avec des symboles dessus que vous tournez selon les capacités de vos troupes, et vous avez des dés de différentes tailles, de différentes couleurs. Donc voilà, pour tout symboliser vos troupes, et vous avez des tuiles que vous mettez sur le plateau pour changer les terrains. Donc vous avez de l'eau, des fortifications. Donc je trouve que c'était plutôt rigolo, un jeu d'escarmouche, pas dire de poche, ça serait exagéré, mais en tout cas de taille modeste. Et je trouve que le coup des dés pour remplacer les figurines, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, quoi. C'est une bonne idée. Voilà, donc ça c'est sur GameFound. Pour l'instant ça marche pas trop. Bon, on revient aux 3 premiers. Ah bah oui, et là Voilà. on commence par du très très lourd là. Troisième cette semaine, c'est une entrée, c'est une nouveauté. Enfin une nouveauté, à moitié. C'est Return to the Seventh Citadel. Voilà, donc c'est la 7e citadelle. On se souvient du 7e continent qui avait pulvérisé les scores à l'époque. Ça fait un moment, hein, ça fait 5-6 ans au moins. Ouais, facile hein. Facile. Ouais. Serious Poop, c'est français, hein, c'est un jeu français. Ils avaient fait The Seventh Citadel, donc qui était un peu le même concept, donc jeu d'aventure où on met petit à petit des cartes qui construit des territoires sur lesquels explorer. D'ailleurs, ça a fait partie des premiers à faire ça, hein. Ah bah ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est Ouais. qu'aujourd'hui là, enfin, si vous découvrez les jeux de plateau aujourd'hui, vous vous dites: «Wow, oui, c'est classique». Sauf que c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez innovant. Je dirais peut-être pas jusqu'à dire que c'était le premier, mais en tout cas, ils ont vraiment démocratisé ça Ouais. avec, une espèce de brouillard de guerre, Mm. avec, souvent des petits objectifs que vous deviez accomplir avant de pouvoir débloquer la partie du terrain. Bon, moi qui ai beaucoup joué à The Seventh Continent, c'est un jeu qui avait énormément de qualités, mais aussi beaucoup de défauts. Ouais. Et notamment le côté très punitif qui en Ah ouais, devenait, c'était dur. je c'était trouvais dur. presque contre-productif. Enfin voilà, c'est typiquement le genre de jeu où tout le monde finalement à la fin a fini par recréer ses règles et se dire en fait on est juste là pour suivre l'aventure et tant pis du système de jeu. Ils avaient essayé de corriger un petit peu le tir dans The Seventh Citadel, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est sorti à un mauvais moment. Il y avait eu la crise du Covid. Entre-temps, ensuite, il y avait eu le problème des transports chinois, le manque de matières premières, etc. Donc, là, en plus, c'est du matériel qui est assez singulier. Et le jeu a pris énormément de retard. Alors après, je sais que les développeurs avaient aussi expliqué que finalement, quand même, le monde du jeu de plateau avait évolué, Ouais. qu'ils avaient souhaité apporter quand même des modifications pour que le jeu soit quand même plutôt moderne par rapport à ce qui se faisait au standard d'aujourd'hui, etc. Et c'est là où je trouve quand même que cette campagne arrive au bon moment parce que The Seventh Citadel a été livré. Ouais. Et donc du coup, les joueurs ont eu le temps de le tester, de faire leur retour, de donner leur opinion, etc. Et je trouve... Peut-être que j'aurais laissé peut-être encore un tout petit peu de temps pour se laisser une marge de manœuvre supplémentaire pour revoir certains éléments du jeu. Mais bon, on va dire que le timing était plutôt honnête. Alors, il faut dire que Seventh Citadel, il y avait 33 000 contributeurs, hein. C'est énorme, énorme. Donc dans Seventh Continent, vous étiez largué sur une île, et dans Seventh Citadel, vous étiez largué dans une énorme citadelle, et puis évidemment vous voyagez dans la région aux alentours, une région qui est envahie par des espèces de plantes, je crois que c'est une espèce d'expérience, un camerdé,
Et donc il y a des espèces de plantes invasives à moitié carnivores. Donc voilà, c'est un peu le concept de Seven Citadel. Et c'est du gros jeu d'aventure. Vous allez explorer, enfin c'est même du jeu d'exploration avec des personnages. Vous allez même pouvoir construire des objets, découvrir des compagnons. Enfin voilà, il y a tout un tas de trucs. Moi j'aime beaucoup Seven's Continent. Moi je suis d'accord avec toi, je le trouve trop dur. Des fois c'est décourageant quoi. Mais sinon c'est bien, hein, c'est cool quoi. Donc là, cette nouvelle campagne, qu'est-ce qu'on a? On a surtout un reprint, et puis on a Parce qu'il faut savoir que Ouais. les jeux ils sortent difficilement parce que c'est vrai qu'en termes de production ça coûte assez cher. Ouais. Finalement pour The Seventh Continent ils avaient fini par ressortir une version un peu épurée sans tout ce qui était stretch goal avec vraiment le minimum syndical pour jouer au jeu. Pourquoi? Parce que c'est aussi été un des premiers jeux avec on va dire des scalpers Oui. notamment sur comment il s'appelle au Caseo où vraiment ils revendaient le jeu, ils l'avaient payé 60 €, ils le revendaient 500 balles parce que le jeu était C'est introuvable un jeu et qui a eu que tout le beaucoup monde la avait cote, envie ouais. d'y jouer, etc. Donc c'est-à-dire que l'éditeur s'est carrément mis en difficulté en disant non bon bah si des gens sont prêts à payer 500 balles pour le jeu, bah peut-être autant que ça vaut le coup de ressortir une version on va dire plus honnête avec un tarif, même si voilà les backers sont restés, on va dire, récompensés avec une boîte plus conséquente. Par contre, ils ont quand même ressorti une version plus courte. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a aussi cette volonté-là de tout de suite mettre court fin à la spéculation. à la spéculation et dire voilà, vous avez le jeu, avec aussi, évidemment, faut le dire, une nouvelle campagne. Yes. C'est On va visiter là-dessus une que nouvelle ça va se région. baser. Voilà. Et il y a une big box. Il y a une big box, il y a, bah, ils ont apporté aussi des corrections. Souvent, il y a aussi des petites extensions qui viennent accompagner ce genre de boîte. Des aventures, Bah, du petits nouveau scénarios. matériel. Et ils ont décidé d'opter pour des stretch goals qui vont se révéler jour après jour. Et plus des objectifs à franchir, etc. Parce que pareil, sur le Seventh Continent, à la fin, ils savaient plus quoi faire. Ils avaient même dit à un moment, on sait plus, donnez-nous des idées. Voilà. Oui, non, mais ça va. Donc là, je pense ils ont vraiment réfléchi au truc. Ils vont les dévoiler au fur et à mesure de la campagne. Ça a vraiment fait partie des jeux qui ont eu le plus de succès sur Kickstarter. Seven's Continent, c'était fou. Alors là, il en est quasiment à 700 000 €, quasiment à 7000 contributeurs, mais il vient d'arriver. Il est arrivé hier, donc il est là pendant une grosse dizaine de jours, donc il peut encore monter ce jeu. Voilà, Seven's Sachant que ce qui est assez juste petite précision, une dernière précision, mais ce qui est, on va dire, assez nouveau aussi dans ce jeu-là, c'est qu'ils vont beaucoup mettre l'emphase sur les rencontres avec des PNJ. Et donc là, vous allez avoir tout un carnet avec la manière dont vous allez répondre. Et du coup, vous allez rechercher dans le carnet. Ça va faire un peu le livre dont vous êtes le héros. Pareil, c'est des choses aujourd'hui qu'on a vu chez Ryan Locat, chez même Tainted Grail, etc. Et je me demande même si Seven Citadel de base n'avait pas commencé à inclure ce genre de matériel, mais là ils le mettent vraiment en avant, donc je pense que vous allez avoir une campagne qui va beaucoup tourner autour de cet élément-là. En tout cas, si vous avez déjà Seventh Citadel, n'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires pour les collègues qui se tâtent pour cette nouvelle campagne. Merci d'avance. Allez, deuxième place, c'est Oath New Foundations, 564 000 €. Ils viennent franchir la barre des 7000 contributeurs, il est là encore 10 jours. Donc c'est l'extension de Oath, on en a pas mal parlé la semaine dernière, enfin surtout toi, parce que moi j'avoue je connais pas bien. C'est un jeu que je connais pas bien. En fait, on retrouve quand même certaines bases qu'on pouvait avoir dans Roost avec chaque faction qui va se jouer de manière un petit peu différente. Sauf que on a implémenté ça dans un côté de jeu de stratégie gestion avec des composants de legacy. Donc moi je trouve que c'est un jeu qui est quand même assez singulier, qui prend des éléments ça et là, mais en tout cas dans la proposition qu'ils font en termes de gameplay, j'avoue que j'ai pas trop d'éléments de comparaison. Mais c'est vrai que là on sent que les retours ils étaient très très bons. Encore une fois, on le rappelle, alors je sais qu'on s'est fait tailler dans les commentaires d'un fois parce qu'on a dit « Ah, Matago, ils ont fait une mauvaise traduction, c'est bizarre parce que c'est comme un éditeur. » En fait, on s'est fait... ils nous ont dit « Quoi ? Vous êtes surpris que Matago fasse une traduction calamiteuse ?» C'est vrai que, oui, c'est vrai que finalement, en y réfléchissant bien, c'est vrai qu'il y a eu des bonnes trades, mais... Enfin, non, on va dire qu'il y a eu des bons jeux sortis chez Matago, mais c'est vrai que pour tout ce qui a été traduction à l'époque, c'est vrai que ça avait été assez compliqué. Vous avez bien fait de nous le rappeler. Écoute, moi j'ai The Witcher, qui est traduit par Matago, et il y a quelques petites coquilles, mais il y a sur je sais pas combien de cartes d'aventure.
Donc Hmm. le boulot, il a été plutôt bien fait pour Witcher, en tout cas, moi je trouve. On passe à la première place, du coup. Qu'est-ce qui est Oui. premier cette semaine dans Geek Parade? Eh ben, c'est Terraria The Board Game. Il en est à 1 151 000 euros. Quasiment 9000 contributeurs, donc c'est un gros succès. Il est là encore pour une grosse dizaine de jours. Donc c'est l'adaptation d'un jeu vidéo qui date de 2011, si je ne m'abuse, C'est dans bien ça. lequel on craft, on explore, on combat des monstres, tout ça avec C'est un jeu un peu bac à sable. un peu Ouais. bac à sable, voilà, dans un esprit un peu pixel art. Mhm. Voilà, et donc c'est une tentative d'adaptation de ce jeu vidéo. On en a pas mal parlé la semaine de sa sortie. Moi je trouve que ça a l'air plutôt bien foutu dans le style. Il y a quand même j'ai eu une info, j'ai glané une info en regardant la chaîne américaine King of Average, qui est parfois un petit peu mielleux et agaçant, mais le mec il bosse quoi, il va chercher les infos. Et c'est toujours assez intéressant de l'écouter. Il a été faire un petit historique du propriétaire de la maison d'édition qui sort Terraria parce que bah ouais, il n'y avait pas grand chose, comme projet à part Terraria, donc on se dit comment ça se fait qu'ils ont un truc comme ça, à savoir Paperfort Games. Et il a découvert que le propriétaire de Paperfort Games était le propriétaire d'une autre maison d'édition, eh bien, qui avait fait une campagne Kickstarter qui s'appelait Senjutsu en 2021, en novembre 2021, qui a ramé. J'ai été voir dans les commentaires de Senjutsu, donc c'était Battle for Japan, une espèce de jeu de samouraï avec figurines. Il commence à peine à être livré. On est en juin 2024. Je me demande, alors je peux pas le prouver ni rien. Donc voilà, c'est juste une supposition, mais vu qu'ils ont gagné énormément de pognon avec Terraria, je me demande s'ils n'ont pas profité pour ramener de l'argent pour pouvoir envoyer sous Senjutsu, parce que le calendrier est quand même bizarroïde. Les mecs, ils attendent pendant 3 ans leur jeu, et tout d'un coup, l'autre, il lance un jeu qui fait un carton, et il envoie le jeu qu'il n'envoyait pas. Donc, à mon avis, il y a sûrement un rapport entre les deux trucs. Après, je peux pas le prouver. Donc, c'est moi qui suppose, mais... Donc voilà, donc si vous backez Terraria, sachez que le propriétaire a été super sérieux avec son jeu précédent, sous l'appellation d'une autre boîte. En tout cas, c'est un énorme succès. Bon, le jeu en lui-même a l'air très correct. On espère que ça sera fait un peu plus sérieusement que son jeu précédent, que son projet précédent. On a fait le tour. Yes, on a fait le tour. On a fait le tour. Bon, il y aura pas mal de trucs à dire dans les commentaires, les amis, parce qu'il y a vraiment du gros jeu, du gros nom, du gros projet. Enfin, voilà. Donc, dites-nous ce que vous allez backer, ce qui vous intéresse. Merci de nous avoir suivis. Merci, Swan. Merci. Bon, merci de nous avoir suivis aussi jusque-là. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, probablement avec des campagnes un peu similaires, mais on va peut-être creuser un petit peu plus. Et on rappelle qu'on a fait cette émission juste après la sortie des gros jeux de Mythic, Serious Poulp et Awaken Realms. Donc probablement qu'au moment où vous allez découvrir cette vidéo, il y a de fortes probabilités pour que Terraria ne soit plus premier, honnêtement. On verra. Mais 9000 on est quand même, hein. obligé de faire sur le moment, on peut pas prédire l'avenir. Non, c'est sûr. Bon, ils ont 9000 contributeurs, faut qu'ils le battent quand même. À bientôt. Ciao tout le monde. Ciao.